OK. OK, l'enregistrement est commencé. Qu'est-ce que je voulais dire? Comme d'habitude, hein, il était unlisted. C'est juste le lendemain quand je publie, là, on n'est pas direct, autrement dit. C'est juste enregistré, c'est pas publié. OK, alors, bonjour Jean-Luc. Bonjour Pierre. Bonjour à nos auditeurs. Aujourd'hui, le 9 juin 2026, un petit peu dépassé parce qu'on a eu une réunion. Alors, c'est 15h30 Québec, puis 21h30 la France. Alors, aujourd'hui, le sujet, on va parler du couple. OK, alors, on a vu qu'historiquement, le couple avait un genre de coquille ou de formatage, OK, qui était proposé par une société, par une civilisation, soit par la religion ou par la patrie. Donc, on avait un guide à suivre. Hein, l'Église demandait un certain guide. La femme avait une fonction, l'homme avait une fonction. Puis, je peux comprendre aujourd'hui que les gens ne veulent pas se faire imposer des guides par les institutions extérieures. Ça ne veut pas dire que c'était tout mauvais. Il y en a qui utilisent encore ces guides-là puis qui ont des résultats. Il y a des gens qui ne sont pas intéressés à ces guides-là. Puis peut-être que la femme était moins intéressée que l'homme, hein, parce que la femme était souvent considérée un petit peu comme la servante ou la personne obéissante du couple. Puis, tu sais, de mon point de vue, on peut pas, selon moi, on ne peut pas blâmer les femmes de vouloir avoir autant d'autorité dans la relation que l'homme. Tu sais. C'est pas un animal, là. Fait que la femme aussi, elle va avoir de la liberté, puis elle va avoir, hein, la femme aussi a accès à l'intelligence, comme l'homme a accès à l'intelligence. Donc, pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas partie prenante dans la communication puis l'intelligence dans le couple? Seulement, aujourd'hui, les relations sont rendues difficiles. Comment est-ce qu'un homme qui a accès à l'intelligence puis une femme qui a accès à l'intelligence peuvent établir une relation de couple en minimisant les interférences, les conflits? Comment est-ce qu'on peut, dans le contexte d'aujourd'hui, avec ce qu'on peut appeler le supramental, est-ce que ça peut être un outil convenable pour aider à consolider le couple, pour le rendre du moins plus créatif? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le couple fonctionne mieux? Comment est-ce que l'homme et la femme ensemble peuvent envisager ou formuler le couple pour que ça devienne une expérience plus intéressante que souffrante? Il y a un petit mot qui m'a interpellé tout à l'heure. Tu parlais d'autorité dans le couple. C'est quoi? Comment tu vois, toi, l'autorité dans le couple? C'est quoi l'autorité dans le couple? Bien, je pense que pour moi, chaque individu a l'autorité dans sa vie. Autrement dit, il doit respecter la vision qu'il a. Mais il faut être capable de respecter la vision de l'autre aussi. Donc, il faut être capable d'avoir un certain accord. Mais quand on dit le mot accord, ça veut dire fonctionner plus avec le cœur. Tu sais. Mais quand je parle d'autorité, c'est ça. Autrement dit, on ne veut pas se faire imposer de l'extérieur une vision de la vie. Autrement dit, je ne peux pas me référer, si je suis chrétien, puis je veux me référer au pape, bon, mais c'est le pape qui va décider comment je dois vivre ma vie. Autrement dit, le pape... Donc, tu vis avec le pape, c'est trois. C'est ça, tu vis avec le pape. Donc, si tu fais ça, tu vis selon l'autorité du pape. Donc, tu es obligé de dénier ton autorité. Donc, l'homme est un peu comme ça dans la vie. S'il lui dit, je ne veux pas vivre selon l'autorité du pape, je ne veux pas vivre selon l'autorité de l'État, de la patrie, du gouvernement, bien, il va falloir que je supporte ma propre autorité. Mais la femme aussi, elle veut ça. Comment est-ce que les deux peuvent vivre leur propre autorité puis en arriver à avoir un processus où on dit le symbole de l'huile dans l'histoire, on parlait de loin. Loin, c'était le Christ. Loin, c'est l'huile. L'huile, c'est de la tolérance. Comment est-ce qu'on peut développer, étant conscient qu'on a une force à l'intérieur de nous, qui est connectée à la volonté et à l'intelligence, mais comment avoir de la souplesse dans le couple pour que ça devienne intéressant pour les deux. Tu sais? C'est ça un peu l'autorité, c'est que chacun dit « moi, c'est comme ça que je vois la vie ». Est-ce qu'une partie de la réponse, ça serait de dire, ben, il faudrait peut-être y penser puis d'en parler avant de se marier. Parce que si on ne voit pas la vie de la même façon... Faut voir sur quoi on a bâti le couple. Si on a bâti le couple sur le cœur ou si on a bâti le couple sur l'intelligence. Si on a bâti le couple sur le cœur,
ça va se casser la figure. Si on a bâti le couple sur l'intelligence, ça tiendra. Pourquoi ça tiendra? Parce qu'il y aura davantage de respect vis-à-vis de l'autre, un essai de compréhension vis-à-vis de l'autre, plutôt qu'un dosage pour le cœur où on essaiera s'il est plus aimant, moins aimant, plus, plus, comment dire, plus taciturne, plus polaire, ça ne t'aidera pas. Parce que dès qu'il va y avoir quelqu'un qui va avoir besoin de respect, ça va clasher. C'est obligé. Ça, si on veut vraiment former un couple avec quelqu'un d'intelligent, il faut que la personne qui est intelligente en face, comme soi-même, on soit vraiment dans le respect de l'autre. C'est-à-dire que on peut, pendant un petit moment, laisser aller, faire des choses, voir que l'autre se développe, ok, mais il faut que l'autre puisse sentir qu'il commence à faire ombrage dans son développement. Donc, c'est à lui à- à évaluer un petit peu le développement de l'autre et comment il peut s'organiser avec l'autre pour pouvoir se développer. Et ce qui est intéressant dans un couple intelligent, c'est que toute la parole est intéressante, toute la parole de l'autre est intéressante. D'une part parce que on peut voir éventuellement ce qu'il y a d'intelligent comme ce qu'il n'y a pas d'intelligent, ce qu'il y a de, de polaire, d'émotionnel, de mémoire, et rééquilibrer un petit peu un langage beaucoup plus je dirais, merveilleux, tranquille, parce qu'on va avoir coupé le mémoriel en disant ouais, ça c'est de la mémoire, on n'en a rien à foutre de ton histoire. Ça ne vient pas éduquer, euh, comprendre le mécanisme dans lequel on est, ou la problématique, parce que dans le couple, on va vivre essentiellement des actions ou des problèmes qui vont mettre le couple pas en cacophonie, mais en résonance. Or, si la résonance n'est pas correctement établie, il va y avoir de l'opposition. Et l'opposition va créer automatiquement de la dissociation. Et la dissociation, ça va être des crises de couple, etc. C'est quelque part parfois nécessaire pour ajuster un petit peu la vibration de l'autre. Il faut que les deux vibrations soient ajustées en permanence, surtout quand on vit en permanence avec quelqu'un. Et il faut que, euh, d'une part, il y ait la possibilité de chacun et que chacun puisse faire ce qu'il a envie de faire, dans le sens envie, dans le sens besoin de faire. Mais euh, proposer à l'autre plutôt que de l'inviter et de faire de la tyrannie émotionnelle. Si tu viens d'un genre, si tu viens pas, c'est que tu n'aimes pas. Mais plutôt, viens si tu penses que ça peut être intéressant pour nous deux de faire ça, sans même le dire, parce qu'après vous ne le direz plus, mais c'est... est-ce que ça te dit, moi je me sens pas de faire ça, puis à ce moment-là, si tu es avec moi, on peut le faire. Ouais, avec toi, on va pouvoir faire ça, on va pouvoir faire ça, travailler ça. Il faut de la construction dans le couple. À la base, s'il n'y a pas la construction, euh, et en sachant que chaque construction va permettre de se développer, va permettre de, de, de voir un petit peu son ouverture. Et s'il n'y a pas ça, ça va être difficile. Ça va être difficile. Si l'individu ne voit pas euh, que l'autre a besoin de quelque chose ou est, est contraint, c'est à lui à s'organiser. C'est pas à l'autre à contraindre quelque chose pour s'organiser avec lui.
Il faut que chacun puisse s'auto-évaluer. Disons que le couple, c'est un thermostat où il faut regarder le thermomètre à chaque instant pour être bien. Si on laisse chauffer le thermomètre d'un côté et que l'autre côté il est froid, il va y avoir du clash. Euh, pour éviter qu'il y ait un clash, il faut qu'il y ait de la communication. De la communication, du respect et de la construction. Voilà ce que je pourrais dire là-dessus, hein, sur le couple, pour l'instant, ce qui me vient. Moi, je me rappelle, je ne sais pas si ça existe dans plusieurs organisations, mais dans la religion catholique, il y avait les cours de préparation au mariage. Puis moi-même, j'ai connu une personne, mais j'étais assez jeune. Il y a un couple qui a suivi ça. Puis l'homme est revenu parler à des gens que je connaissais, des adultes dans ma famille. Puis il dit que j'ai suivi ces cours-là, ça m'a ouvert les yeux. Puis il a laissé tomber le projet de mariage. Parce qu'il s'est rendu compte que, pas nécessairement qu'il blâmait l'autre personne, mais soit lui n'était pas prêt ou l'autre personne n'était pas prêt. Mais de façon générale, il dit ça m'a ouvert les yeux. Je me demandais justement s'il n'y a pas moyen de faire des préparations. Quel genre, est-ce qu'il y a des genres de préparations que les gens pourraient, ou une approche quelconque pour être mieux prêts à s'engager dans le mariage? Mais d'un autre côté, malgré la préparation qu'on peut avoir, la personne, c'est quelque chose qui évolue, c'est pas une ligne droite, ça. Fait que, malgré toute la préparation que tu as, c'est pas ça qui va dire comment tu vas être dans 3 ans ou dans 5 ans. Fait que ça peut aider, mais je voulais savoir comment tu vois ça, les préparations. Qu'est-ce que les gens pourraient faire pour mieux se préparer au mariage? Pour être mieux préparé au mariage, c'est euh, aller faire un voyage en difficulté. Aller faire un voyage où ensemble ils vont vivre 24 heures sur 24, parfois des choses difficiles, que ce soit un road trip ou un truc comme ça, quelque chose qui les oblige à construire, les oblige à s'entraider et que chacun en ait une difficulté, pas majeure, mais une difficulté personnelle. Et c'est à ça que on va être confronté à ce qu'on pourrait appeler l'ego de chacun. Et l'ego de chacun, c'est ce qu'il va falloir abattre dans le couple. S'il y a un ego dans chacun, il faut qu'il soit minimisé au maximum. Parce que la personne qui a une forme d'ego va avoir la sensation d'être soumis à l'autre ego. Et il ne faut pas qu'il y ait de soumission dans le couple, il faut qu'il y ait une sorte d'équilibre, et que, à la rigueur, l'ensemble forme un ego, les deux couples. Il faut que les individus se, se- comment dire, fonctionnent ensemble avec une partie, que l'autre soit une partie d'eux-mêmes. C'est ça qui est important. Un peu comme former une unité. Les deux puissent ensemble former un genre de... Former une unité. Mais une unité indépendante. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. C'est un peu comme être pareil, mais pouvoir rouler avec les deux roues de la moto, quoi. Être identique sans être semblable. Ou être semblable Mhm. sans être identique. C'est ça, ouais, ouais, D'accord. ouais. Parce que la femme a des problèmes, l'homme a des problèmes, et ce ne sont pas les mêmes problèmes, mais ça ne sert à rien de comprendre les problèmes de la femme, parce qu'on ne comprend pas les problèmes que peut avoir la femme quand elle a ses menstruations. On, c'est difficile à sentir le changement d'humeur pour soi-même, hein. Pas pour l'autre. On voit que l'autre a un changement d'humeur, on voit que l'autre n'est plus aussi matériel, je dirais, parce que bon, moins de rapprochement, ou alors plus de rapprochement. C'est à s'adapter avec l'autre. Il y a il y a plein de possibilités, plein d'états. Il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir faire. Par exemple, si on est habitué à faire de la piscine, ça ne va pas être la période où
l'individu risque d'avoir envie de le faire, si c'est de la marche, etc. Donc, il y a certaines activités qui sont établies ou qui sont acceptées par l'un ou par l'autre, qui va peut-être falloir abandonner. Et il faut avoir une certaine plasticité, une certaine souplesse dans le couple, dans le genre. Rien n'est établi, rien n'est définitif, euh, tout peut se faire, tout peut se dire, et on peut avoir du, du conflit soutenu, mais avec comprendre que l'autre souffre quelque chose, savoir comment l'autre va pouvoir l'accepter. Et ça, ça tient lieu des préparations. Quand vous êtes, bon, si vous rencontrez pour un mariage, il faut envisager les choses comme elles sont, non pas comme elles vont être quand on aura un enfant, quand il y aura quelque chose, mais qu'est-ce qui se passe s'il y a ça ou s'il y a ça? Lui poser des questions fondamentales. Si vous supportez, si vous vous couchez qu'à 22 heures, il va falloir lui dire, moi je me couche qu'à 22 heures. Et c'est hors de question d'essayer de me faire changer. Euh, dans le couple, les gens ne sont pas là pour faire changer l'autre. On ne se met pas en couple pour penser faire modifier, en se disant, oh, d'ici 2 ans, 10 ans, 20 ans, l'autre sera modifié et ça va, je pourrai vivre en couple tranquillement. Non, faut pas avoir d'objectif à long terme dans la modification de la personne qui est en couple. Il faut le long terme qu'on peut avoir, c'est simplement le bien-être, l'objectif de bien-être. Et parce que il va y avoir plus l'individu va se développer, aussi bien l'un que l'autre, ou les deux, et plus ils vont avoir des attaques extérieures, ou des attaques de l'un qui va être investi pour agresser l'autre. Et, et ça, on sent qu'on est des, des canaux, des réceptacles sur lesquels il faut vraiment se méfier parce que on sent qu'il y a une troisième personne qui s'immisce, que ce soit du côté du mâle ou comme du côté de la femelle, il y a toujours des formes, des formes, que ce soit des formes astrales ou mentales ou supramentales, qui viennent confronter un petit peu les, l'harmonie. C'est un petit peu comme si l'harmonie, c'était pas fait pour la planète, c'était pas fait pour nous, pour notre vie, mais qu'on était sans arrêt à essayer de la rechercher tout en combattant ces phénomènes de disharmonie, ces phénomènes de lutte. Et il faut être deux pour rechercher cette harmonie et, et pas deux pour créer l'harmonie que l'on veut chez l'autre pour qu'on soit bien soi. Non, il faut que tous les deux soient liés pour l'harmonie et lutter contre la disharmonie. Si l'un voit que l'autre est manipulé, il faut lui dire, attention Coco, là tu es en train de te faire manipuler grave, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, et puis lui expliquer le pourquoi, que l'autre envisage ça, et regarde, ouais, effectivement, soit qu'il fasse une sorte d'envisager un petit peu le mouvement, soit c'est à la personne qui le ressent de l'expliquer et puis de voir un petit peu. C'est en ça que l'un et l'autre, on va pouvoir monter ces escaliers chacun et être toujours sur les mêmes marches. Sinon, s'il y a de la réflexion, s'il y a de la compétition, ça ne marchera pas. C'est souvent, comme tu disais tout à l'heure, il peut y avoir une troisième personne, donc il peut y avoir l'activité d'une entité qui, elle, va avoir tendance à créer une division, donc à créer une désharmonie dans la relation. Mhm. Euh, Puis un autre point, je trouve important que tu as soulevé, c'est que euh, on est tellement habitué dans le monde à vivre avec de la désharmonie qu'on s'aperçoit que l'harmonie, ça prend beaucoup de vigilance. C'est beaucoup plus facile de se laisser aller à la désharmonie parce qu'on est entouré par ça, tu sais, dans le monde en général. Fait que c'est se créer un havre de paix dans le couple
où il y a du respect, ben c'est une attention qu'il faut qu'il soit assez soutenu. Tu sais. Mhm. Puis moi, je me rends compte que souvent là, quand j'appelle ça tu sais, quand la barrière est franchie, tu sais, quand une femme manque de respect envers son mari, ou le contraire, hein, quand c'est un homme, on dirait que quand ça a été fait une fois, là, on dirait que ça devient plus facile à répéter. Tu sais, ça Mhm. devient, ça a été accepté, tu sais, quand on appelle ce qu'on appelle le consentement. L'autre n'a rien Mhm. dit, c'est pas opposé à ça. Bon, on peut dire il a fait il y a eu un certain consentement. Après ça, ben, ça arrive une journée, puis le lendemain, ça peut être deux fois, puis le lendemain, ça peut être deux fois ou trois fois. Ça devient presque un traitement Une automatique. habitude. Ouais. Oui, c'est une habitude, dans ce sens-là, oui. Oui, oui, c'est très Mhm. important. Fait que, dans un sens, c'est intéressant parce que ça permet de faire l'étude de l'entité qui peut s'immiscer. Donc, il peut venir de la femme, il peut venir de l'homme. Autrement dit, l'entité peut passer à travers la femme ou à travers l'homme. Mhm. Et il peut Mais, venir aussi du contact, parce que le contact peut donner la réponse à la femme au travers de l'homme, mais elle peut donner aussi au travers de la femme la réponse à l'homme. Et c'est toujours intéressant de voir que, euh, que la femme a eu une réponse intelligente qu'on attendait et de lui dire par rapport à ça, elle saura comment on peut construire là-dessus, et elle verra en même temps euh, comment nous, on peut recevoir la même chose. Et mhm, si elle te dit, tiens, ça c'est intelligent parce que ça, j'avais besoin de cette réponse, ça nous permet de dire, tiens, on est, on est en harmonie de couple. Est-ce qu'on a un contact unique qui répond sur les deux, ou s'il y en a un qui, qui travaille plus que l'autre, ou un qui est plus feignant que l'autre, on n'en sait rien. Et d'ailleurs, ma femme qui, de temps en temps, me dit demande à ton contact, là, parce que franchement, là, ça va pas. Il faut faire mhm. quelque chose. OK, c'est bon. Donc, C'est bon. c'est intéressant de, de stimuler l'autre, de savoir ce qui se passe, Mhm, comment on voit la vie, comment on peut avoir voir les semaines, comment elles sont groupées avec les mêmes embûches, les mêmes systèmes. C'est toujours ça je pense que le couple est quelque chose d'excessivement suffisant parce qu'on n'est pas que deux. Il y a et je ne parle pas des enfants, il y a les entités, il y a les contacts, il y a des entités mentales, il y a tout un tas de choses qui interviennent. Il y a les voisins qui interviennent, il y a l'extérieur qui intervient. mhm. Il y a tellement de choses que euh, si la construction est pas parfaite, vous pouvez être sûr que tout va entrer dans la faille. La seule faille qu'il y a, elle va être explorée. Mais quand le contact intervient chez l'homme et la femme, que les deux peuvent vérifier, en général, c'est une communication qui est assez universelle. Comment je dirais ça? Elle peut être légèrement différente chez l'homme de chez la femme. Autrement dit, ils ne reçoivent pas exactement la même chose. Mais ils peuvent se rendre compte qu'à la base, c'est assez universel. Autrement dit, ils vont voir pas mal la même chose. Ils vont avoir généralement la même chose, mais ça va s'exprimer d'un côté plus que de l'autre. Je ne sais pas pourquoi. Ah, Il y a euh, on va poser une question, et, et c'est la femme qui aura la connexion. Est-ce que c'est elle qui aura monté plus l'antenne à ce moment-là pour avoir la connexion, ou l'homme qui aura plus monté l'antenne? Mais on sent qu'il y en a un qui a plus la connexion que l'autre. C'est mhm, pas, mhm. je sais pas pourquoi. Ouais. Ça le fait comme ça. Euh, il faut savoir que vraiment, l'individu, parfois, il faut être. On sent que l'autre est plus intelligent que soi, et puis parfois, ça se renverse. Mhm, Et c'est toujours très intéressant ça. Et puis on se dit, tiens, il y a ça, je n'aurais jamais pensé à ça. C'est la découverte permanente chez l'autre qui fait le flash, ce qui fait que vous découvrez, vous réveillez chaque matin, vous dites, ah, ça, je ne le savais pas. mhm, Ça, mhm. c'est ça. Voilà,
on a besoin de rien d'autre. C'est ça le problème. C'est que euh, quand on commence à être en harmonie dans un couple, on n'a plus besoin d'amis, on n'a plus besoin de d'autres stimulations extérieures. Euh, on sait ce qu'on veut faire, on sait ce qu'on a à faire, et c'est vraiment pas un ennui. On n'est vraiment pas ennuyé. On ne se dit pas, oh, qu'est-ce qu'on pourrait faire, Mhm, qu'est-ce qu'on va mhm, faire, mhm. Non, non, on sait déjà ce qu'il va y avoir. Et ce qui est intéressant, c'est que quand l'enfant arrive, alors là, une fois que vous avez créé votre couple, qui est, je dirais, pas parfait, parce que c'est jamais parfait, mais qui est relativement bien dans le bocal, on vient de mettre dans votre bocal un troisième poisson qui va perturber les deux autres. C'est évident. C'est intéressant, Alors, quand effectivement. je parle d'un troisième, parfois il y en a deux de plus. Et alors là, vous pouvez être sûr que l'enfant va être le créneau pour essayer d'accompagner tout l'astral qu'il peut trouver. Il y en a Mhm, qui vont mhm. dire, mais il peut être, avoir une quantité intelligente ou un truc comme ça. Je ne nie pas, mais euh, l'effet intelligent que va procurer l'enfant va rapprocher le couple. Donc, dans le sens, ah ben, c'est bien ce qu'il a dit, là, ouais, ouais, tiens, il commence à faire ceci, faire cela. Mais généralement, vous allez être confronté à des événements astraux euh, où il va falloir faire en sorte que l'enfant reconnaisse euh, un état de lui-même, un état astral. Et ça va être beaucoup plus difficile. OK. Moi, je m'aperçois que, bon, j'ai eu la chance que ce soit que ce soit, disons, euh, une petite fille dont Bernard a tenu dans les bras, puis il l'a tenue comme ça pendant. Puis elle s'est mise à pleurer, puis il nous a dit, mais elle n'aura pas besoin de séminaire. Voilà. Donc, elle a su, elle a baigné ça depuis le début dans ce système euh, mental, dans ce système supramental, dans ces histoires de, de vision, de voyance. Elle- donc, ça a été beaucoup plus facile pour cet enfant-là, d'une part, de le supporter, et en même temps, pour elle, de nous supporter. Parce qu'il faut bien penser que l'enfant, il est là aussi pour regarder les parents et pour essayer de faire en sorte de vivre sa vie. Et là, Mais l'enfant a un petit peu plus facilement le contact avec l'intelligence. Il y a un déficit par rapport aux parents. Ça veut dire qu'il y a moins d'outils pour l'exprimer. Il n'est ben, pas dans la même autorité qu'un adulte. Autrement dit, il n'a pas les mêmes outils pour fonctionner dans le monde. Mais il est plus ouais. facilement en contact avec l'intelligence. Es-tu d'accord? Il est plus facilement en contact avec l'intelligence, mais avec n'importe quoi aussi. C'est ça le problème. OK. C'est intéressant. Où est-ce que je suis Il est en rendu? contact avec tout parce qu'il est prêt à absorber beaucoup de choses. Est-ce que, est-ce que la plupart des enfants sont un peu jaloux? Comment je dirais ça? Un enfant, il va avoir beaucoup d'attention de sa mère, puis il va avoir beaucoup d'attention de son père. Est-ce que l'enfant n'a pas, comment j'appellerais ça? Un instinct naturel ou un instinct égocentrique de diviser un peu la relation des parents pour pouvoir se les accaparer? Je sais pas, tu comprends-tu? Ouais, ben, à un moment donné, on disait que euh, la fille est là pour tuer la mère et le garçon est là pour tuer le père. Ah oui? C'était fondamentalement la base. Et OK. quand on sait ça, on regarde ce qui se passe beaucoup mieux. Et disons que quand on en parle avec les enfants, ils essaient de voir un petit peu et on sent à travers ce qui est dit euh, qu'ils comprennent. Ils comprennent à leur niveau, mais ils comprennent Mhm. exactement ce que ça veut dire.
même si ça ne veut pas dire tuer, etc. Non, Mais non, non. ils savent, dans le sens remplacement, c'est sûr que l'enfant, le garçon va vouloir remplacer le père pour pouvoir être seul avec sa mère et inversement. Mais quand il y a un phénomène d'intelligence qui se met, les enfants sont aussi bien avec le père qu'avec la mère et sont, vont rechercher le, le, le côté fin de, de la mère et le côté plus autoritaire du père. Et donc, ils vont essayer de, de, de picorer un petit peu et de se nourrir de ces formes euh, qui ne sont pas des formes, mais qui sont des structures qui vont leur permettre de jouer la musique de leur vie. C'est-à-dire sentir que, par exemple, elle rencontre sa copine, elle a l'autorité de son père, sentir l'autorité qui a ça ne me plaît pas, ou choisir mieux ses camarades, mieux ses relations, savoir mieux se fondre dans ce qu'elle veut. Et ça, c'est vraiment fondamental. Je dirais que ce qu'il faut pour l'enfant, c'est reconnaître euh, ces vibrations, euh, ces vibrations spécifiques à chacun. Reconnaître sa vibration, savoir et parfois même savoir ce que va dire le père ou ce que va dire la mère avant même d'imaginer la question. Il y a des choses comme ça qui sont assez rigolotes. Oui, tu as dit quelque chose. Oups. Tu as dit picorer. Est-ce que l'enfant a tendance à picorer l'autorité du père pour, pour essayer de tester les limites que le père doit imposer? Alors, imposer l'autorité sur l'enfant, ça demande d'abattre son émotivité ou son émotion. Et il faut savoir rompre complètement avec l'individu, ce qui est parfois plus, plus redoutable, aussi bien pour l'individu, pour le père, que pour l'enfant. Pourquoi? Parce que le père sait, quand il rompt, quand il fait autorité et qu'il rompt l'émotion avec son enfant, il ressent une sorte de blessure. Il sent que quelque part, il fait une forme de rejet qui ne lui va pas, parce que c'est un petit peu comme éduquer quelqu'un et être obligé de jeter une partie de soi pour pouvoir après la retrouver, mais c'est jamais la même chose. C'est-à-dire que c'est définitif. C'est un peu comme si quelqu'un vous fait confiance ou vous faites confiance à quelqu'un. Si cette confiance est perdue, c'est définitif. Vous la retrouverez jamais. C'est fini. Euh, il faudrait que la personne ait perdu la mémoire, que les deux aient perdu la mémoire pour qu'il y ait une sorte de retour vers un ensemble de confiance. Mais même ça, euh, on sentirait qu'il y a eu quelque chose qui s'est coupé entre eux. Et, et avec l'enfant, c'est pareil. Il faut que l'enfant garde confiance en vous et que vous ayez confiance en lui malgré un phénomène de rupture d'autorité. Par exemple, si euh, votre enfant est malade, il commence à avoir de température, il faut l'amener au lit, et il vous dit non, je ne veux pas aller au lit, je suis fatigué, je veux continuer à regarder. Il faut pouvoir lui expliquer que ça, c'est diète, que ça ne se fera pas, que ce qui veut, s'il veut jouer à sa, à sa tour ou à son jeu, c'est fini, il va au lit parce qu'il est malade, et que s'il continue à être malade et que sans nous écouter, ça va mal se passer. Non pas mal se passer,
parce que moi, je vais avoir davantage d'autorité, et mal se passer parce que lui va être de plus en plus malade et après, il ne pourra plus rien faire. Faut expliquer à l'individu, expliquer à l'enfant. Plus vous expliquez à l'enfant, et plus il comprendra. Il comprendra ce qu'il voudra, mais il comprendra quelque chose. Et le quelque chose qui passera, ce sera suffisant. Mhm. D'accord. C'est pas C'est-à-dire génial. qu'il ne faut pas balancer une autorité. Je dirais, c'est beaucoup plus facile de balancer une autorité que d'expliquer une autorité. Expliquer une autorité, ça demande la sensibilité de la personne à qui on l'explique. C'est-à-dire que ça demande à amener le schéma qu'il faut pour que l'individu qui est en face puisse l'absorber et puisse comprendre ce qui est dit et puisse s'exécuter. Non pas parce que nous, on l'a décidé, mais parce que l'état dans lequel il se trouve veut que ça se fasse comme ça et pas autrement. Parce que sinon, c'est pas intelligent. Faut que ça soit. C'est beaucoup plus difficile quand on est parent et qu'on essaie d'être intelligent pour son enfant que quand on est parent et qu'on essaie d'être entre parents. Disons que la différence d'âge fait que il y a une sorte de remise à niveau vibratoire de l'un et l'autre pour que on puisse s'harmoniser. Je ne dis pas revenir parler enfant comme parce qu'on est avec un enfant, mais il faut que la vibration puisse s'adoucir et que ce soit une autorité douce plutôt qu'une autorité froide et de rejet. Il faut que ce soit une autorité intelligente, compréhensive et constructive. Donc, l'autorité devient créative si elle est bien expliquée à l'enfant. Parce que si on ne donne pas d'explication à l'enfant, là, ça devient une autorité autoritaire, on pourrait dire. Voilà. Ça devient une autorité autoritaire, ça devient. C'est inintelligent. Oui, c'est ça. Autrement dit, Il faut respecter son enfant. c'est comme dire à l'enfant, ben, accepte ce que je te dis, mais pose pas de questions, autrement dit. Ouais. Je ne reconnais pas ton intelligence parce que je ne veux pas t'expliquer quoi que ce soit. Tu sais. Ouais. Il faut respecter son enfant comme on respecte sa femme, Parce que ou comme on respecte son homme. même si on explique à l'enfant qu'il y a une différence de compréhension relative à l'âge, il ne comprendra peut-être pas tout ce qu'on veut lui dire, mais il va comprendre qu'on est sincère, ou quelque chose comme ça. Tu sais, qu'on est honnête avec Dans lui. le genre, il faut que tu arrêtes de faire ça. Et puis, parce que si tu tombes malade et qu'après, il va falloir appeler le médecin, ou alors te mettre des suppositoires, ou te mettre des comprimés et tout, ou des piqûres, et ça va être encore plus difficile. Donc, stop, je prends ta tablette et terminé, c'est fini. D'accord. Il comprendra le geste. Okay. Il faut que le geste soit compris et non pas que ce soit une interrogation pour lui. Il ne faut pas lui dire, Ouais, tu vas au lit, craque et je prends la tablette. OK, c'est ça. Plutôt que d'imposer sans donner aucune explication. Ouais. Ben, Parce que si vous voulez respecter l'individu, il faut qu'il sache ce qui se passe, pourquoi il fait ça. Après, il comprendra, ouais, je comprends que... Ben, moi, je le vois bien comme ça, parce que ça équivaudrait à dire, je ne t'explique pas parce que je ne te considère pas suffisamment intelligent. Donc, ce serait dénier chez l'enfant son accès à l'intelligence. Ouais. Effectivement, c'est un rejet, tu sais, parce que même s'il ne comprend pas tout dans la forme, il va comprendre qu'on a une raison, même s'il ne la comprend pas toute. Tu sais. Donc, ça établit un rapport de confiance entre le parent et l'enfant. Tu sais. Je suis perdu. Oui, il y avait le point, on en a parlé un petit peu, parce que j'essaie de voir où est-ce que l'enfant... Je pense que tu en as parlé un peu. Je l'ai déjà posé, ma question. C'est que l'enfant, lui, on peut parler de la garde partagée. Ça, c'est un cas en point où on peut voir que des fois, l'enfant peut avoir tendance à manipuler la mère pour obtenir ce qu'il veut du père et vice-versa. Tu sais. Le fait d'avoir une famille recomposée ou d'avoir une famille avec une garde partagée, il me semble que ça amène des éléments qui sont pénibles. Parce que l'enfant se promène dans deux mondes. Est-ce que c'est pire ou c'est mieux? Je ne sais pas.
Je te la pose la question. Une garde C'est- partagée, Ouais. c'est comme une colocation, quoi. Ouais, effectivement. C'est comme une colocation. Euh, Tu vis à temps partiel dans deux mondes. Fait que C'était un petit peu comme c'est beaucoup basé sur de l'émotion, beaucoup basé sur de l'émotivité. C'est pas, c'est pas basé sur de l'intelligence. Il peut y avoir deux personnes qui se rencontrent si, à la base, l'individu a, a partagé avec sa femme, avec sa nouvelle femme et ses enfants, c'est qu'il a retrouvé une intelligence chez la femme et la femme a retrouvé une intelligence chez le mari, enfin chez l'individu. Et donc, si sa femme était intelligente, ses enfants auront cette partie d'intelligence. Et il faudra euh, que les enfants puissent reconnecter l'intelligence de l'homme nouveau qui arrive, de cet individu qui vient bousculer un petit peu leur mère, qui vient bousculer un petit peu le monde dans lequel ils étaient. Et s'ils sont assez intelligents, euh, ils vont reconnaître l'intelligence en face et ça se passera bien. Si c'est un phénomène d'émotion, un peu comme on disait avec le couple, si c'est un phénomène d'émotion, ça se passera mal. Il va y avoir des conflits, il va y avoir ça se passera mal. Il faut que tout le monde soit intelligent là-dedans. S'il y a quelqu'un qui n'est pas intelligent là-dedans, ça se passera mal. D'ailleurs, déjà, s'il y a une famille recomposée, ben, c'est parce qu'il y a déjà eu une séparation. Puis s'il y a eu une séparation, la communication était difficile, hein. Fait que donc, Mhm. ça risque de se transposer dans le cas des enfants, mais Je dirais que disons qu'avec les enfants, dans une famille recomposée, ça peut. Il y en a certains qui vont dire il y a l'autorité de l'un ou de l'autre qui va être mise en défaut par le fait de non-appartenance. Je ne suis pas ton père, tu n'es pas ma mère, je fais ce que je veux. Euh, ok, vous payez le loyer tous les deux. Alors, est-ce que tu as le droit d'aller sur le canapé? Est-ce que tu as le droit d'aller sur la chaise? Est-ce que tu as le droit d'aller prendre de l'alimentation dans le, le, le le frigo. frigo? Il faut que, à la base, ce soit bien expliqué. Il faut que dans le couple, énormément de communication. Plus il y a de communication, et plus ça se passera bien dans le couple et avec les enfants. Mais il faut qu'il y ait énormément de communication. Parce que euh, les enfants, c'est pas des crétins. Euh, dès qu'ils vont voir qu'ils ont la possibilité de manipuler l'un ou l'autre, ils vont essayer de manipuler l'un ou l'autre pour asseoir leur autorité, asseoir leur indépendance, asseoir leur bien-être. Et donc, il faut qu'ils arrivent à comprendre que si ils veulent avoir un bien-être dans cette famille, il faut que tout le monde soit dans le bien-être et non pas un seul. C'est un peu comme on met de l'eau, euh, quand tout le monde est dans l'eau, tout va bien, mais si on met quelqu'un qui a du colorant sur son poisson, le colorant va polluer toute l'eau. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. Il faut que chacun soit étanche à ses polluants vis-à-vis de l'autre. Je vais prendre une autre direction. Il y a des études récentes, je ne sais pas si c'est relativement récent, mais il y a des études qui démontrent, par exemple, que on voyait la maturité biologique ou psychique, mettons, par exemple, autour de 21 ans. Puis aujourd'hui, on a tendance à rapporter cette formulation-là de plus en plus. Il y en a qui disent que la maturité du corps biologique ou le développement psychique, là, ça pourrait aller jusqu'à 32 ans et même plus. Fait que la question que ça m'amène, si ça c'est le relevant, comme on dit, la question que ça m'amène, c'est on fait des études à un âge où on a une maturité encore limitée. Il y en a qui se marient à un âge où la maturité est assez limitée. Est-ce que est-ce qu'on se marie trop jeune?
Est-ce qu'on se mariait trop jeune ou est-ce que les gens se marient trop jeunes quand ils se marient à 20 ans? Est-ce que ça crée... est-ce qu'il y a nécessairement un manque de maturité qui empire la condition, qui ne facilite pas le mariage? Je sais pas si c'est une question de maturité, mais c'est bien de se marier jeune parce qu'avoir des enfants jeunes, c'est plus facile à supporter que des enfants qui piaillent et si vous avez 50 ans, quoi. Ouais. Si ça vous réveille la nuit 2, 3 fois, plus, c'est parfois plus difficile à supporter parce qu'il y a davantage de fatigue, davantage de, de passé, davantage de mémoire, d'habitude. Je dirais qu'il faut que l'habitude soit ensemble réunie entre l'enfant et les parents. Quand toute l'habitude est prise, tout va bien. Dès qu'il y a quelque chose qui se déshabitue, ça vient se bousculer et ça vient donner un petit peu, ça vient sortir un petit peu tout ce qui est antagoniste et tout ce qui est irritant. Et plus la fatigue arrive et plus l'irritation est à fleur de peau et donc plus les clashs se font fréquents. On est Maintenant, moins résistant physiquement à 50 ans qu'on l'a à 20 ans. voilà, c'est ça. Donc, si on a des enfants à l'âge avancé, une femme après 40 ans, c'est plutôt rare, mais j'ai déjà vu des hommes qui ont une compagne, disons, de 30 à 40 ans qui ont un enfant. Pour un homme de 50 ans, ça commence à faire pas Avoir mal. un enfant, ça veut dire qu'à 70 ans, ils auront un enfant de 20 ans. Ouais. Surtout qu'on les accompagne dans leur développement. Si j'ai un enfant à 20 ans, ben, quand il va rentrer à l'université, je vais en avoir 40. Et si j'ai l'enfant à 40 ans, quand il va rentrer à l'université, il va en avoir 60. C'est pas aussi évident d'accompagner quelqu'un dans son développement quand on est rendu à un âge. Nos ressources physiques commencent à être plus limitées. Là, puis Vous comptez qu'on a un enfant, mais on l'a à vie. C'est toujours la même tranche, le même intervalle d'âge. Même si on a 70 ans, la personne, l'enfant a 20 ans ou 25 ans, quand on aura 90 ans, l'enfant sera toujours la même tranche d'âge, ce sera toujours l'intervalle. On verra toujours le petit, ce sera toujours le petit, parce qu'on l'a connu tout petit. Donc, c'est assez... même s'il est marié, même si... on a toujours la notion, je dirais pas de responsabilité, mais la notion d'échange. Ça perd pas. On sait que quelque part, il y a quelqu'un d'intelligent avec qui on peut parler, quoi qu'il se passe. Et ça, c'est important. Oui, c'est ça. Ça dépend de ce qu'on demande aux parents. Si on demande des efforts d'un parent de 40 ans ou d'un parent de 70 ans, ben c'est difficile d'avoir la même réponse. Par contre, sur la communication, c'est assez universel. Il n'y a pas vraiment d'âge. Il n'y a pas besoin d'âge. C'est ça, effectivement. L'intelligence, ça n'a pas d'âge. Ouais. Bon. OK, ben c'est ça, hein, les gens, je marche pas. J'aime mieux quand je marche pas avec une liste de questions, mais ça se développe, ça se développe. Qu'est-ce qu'on peut regarder dans le couple? Là, on a bifurqué, puis c'est intéressant. Je trouve ça super intéressant de on parler peut des regarder enfants. ce qui peut entraîner les clashs. Généralement, c'est le manque de confiance. Manque de confiance, ça entraîne des clashs. Et ça entraîne des clashs définitifs. Donc, si on veut être bien dans son couple, il ne faut jamais trahir la confiance de l'autre, sinon c'est définitif. On pourra toujours vous dire que ça y est, bon, il a pardonné, etc. Peu importe. Quand tu parles de Que ce soit un phénomène de tromperie perte de confiance, ou ça peut être ça, tromper ou prendre une décision tromper, financière sans consulter l'autre. voilà, Ça, c'est des que gros ce soit de éléments. l'argent, que ce soit
de tromper, même manger du chocolat, alors il avait promis de jamais le faire, et puis le faire en cachette. C'est une tromperie. Il y a pas d'étage de tromperie. Le fait de tromper quelqu'un, d'abattre la confiance, c'est un petit peu comme couper un fil. Il y a un fil qui était, sur lequel on pouvait communiquer, et là, ce fil, il est coupé, et on ne pourra donner que des mauvaises images de communication. Ce sont des images sur lesquelles on va absorber l'information, mais on sait qu'elle peut être complètement biaisée, elle peut être complètement polarisée, et c'est difficile. C'est c'est difficile parce que ça ne pourra pas être accepté. Heu, ça passera toujours au travers d'une forme de suspicion, et la suspicion va tuer le couple. Je trouve ça intéressant quand tu parles de. Tu sais, il n'y a pas de la tromperie à 30 puis à 50 puis à 70. Tromper, c'est tromper. Tu sais. Tromper, se tromper. Quand tu dis Heu, Quand la tu coupes personne la elle a arrêté de confiance. fumer, puis tu fumes en Mmh. cachette, là, c'est ridicule Ouais, parce que je veux dire, tu peux expliquer là, à l'autre personne, ben, je ne peux pas ouais. fumer en cachette, je te l'explique, là, j'ai fait une rechute, puis j'ai un Ouais. problème de dépendance, ainsi de suite, mais j'ai pas à me cacher. Ça, c'est encore pire, tu sais. Oui, mais parfois, c'est fait, c'est caché pour, ça peut être intéressant. C'est fait, un peu pour appuyer une forme d'autorité. Je fais ce que je veux, quand je Mhm. veux, parce que je le Mhm. cache. C'est une forme comment on pourrait dire? De, heu, de forme de lâcheté. Oui, effectivement, c'est ça. Ouais. et Ou à la et limite, peut-être jouer au plus fin avec l'autre. C'est-à-dire, Ouais, mais alors là, c'est plus vicieux, c'est rendu vicieux, rendu à ce c'est niveau-là, plus c'est vicieux pas mal. du vice. Mais la forme de lâcheté, c'est ne pas avoir à confronter l'autre, ne pas avoir à être obligé d'expliquer, parce que Mhm. l'autre va refuser. Donc, c'est éviter les conflits, c'est éviter. Bon, tant qu'elle ne sait pas, tout va bien, j'expliquerai quand elle saura. Euh, Mhm. et c'est parfois trop tard. C'est parce que quand on est rendu là, il y a un fossé qui se croule, qui s'est déjà creusé dans la communication. Ça Mmh. veut dire que moi, j'ai mon compte à moi, j'ai ma vision, puis l'autre a la sienne. Puis on Ouais. évite les conflits parce qu'on n'est pas capable de se parler. Tu sais, il y a un manque d'honnêteté puis un manque de communication. Tu sais. Et puis l'autre vous dira toujours: «Depuis combien tu fais ça?» Il y a Mhm. toujours une histoire de temps dedans. Ouais. Depuis Comme- combien tu fumes, ou depuis combien tu manges du chocolat en cachette? Depuis combien de temps tu es avec cette nana? Il y a toujours, heu et puis imaginez que, bon, vous vous séparez pour d'autres raisons. Si ce fil de la confiance n'a jamais été rompu, vous aurez toujours J'aurais toujours de la confiance dans la personne avec qui vous êtes séparés. Donc, même si les gens ont pris une décision X de se séparer, la confiance pourrait continuer quand même. Mmh. Puis moi, c'est ça, je vois des couples, puis ils me disent j'ai une très bonne communication avec ma femme. On s'est séparés, mais on a quand même une bonne communication. Donc, quand il y a une confiance comme ça va beaucoup mieux que les enfants parce que tu vas savoir Ah que ouais? quand elle te dit quelque chose par rapport au fils ou à ta fille, dans un sens ou dans un autre, ben, que la réponse qu'elle te donne est honnête. Tu peux te Mmh. fier à elle, elle va te donner l'heure juste. Fait que Mmh. même si tu es séparé, au moins, tu sais qu'elle t'as pas de déformation dans la communication par Mmh. rapport à l'enfant. Et ouais, il y a une Ça, meilleure communication, ouais. c'est ça. Fait que la confiance peut continuer même si tu n'es plus en couple. Tu sais, Ouais, parce que tu parce l'as que toujours. la confiance, c'est vraiment le circuit qui permet de faire tenir le couple. Ouais. Mais ça nous amène à un autre élément aussi, c'est que
Un couple peut se séparer, mais la raison, c'est pas parce qu'il n'y a pas de confiance. Ça peut être d'autres Ça, choses qui n'ont pas prévu dans leur développement. Tu sais. ouais, ça peut être d'autres choses, ça peut être Je sais de pas pas moi. pouvoir supporter pas pouvoir supporter son odeur, de pas pouvoir supporter Différent. son comportement, son attitude. Non Une- pas méchamment, mais c'est insupportable. Je supporte pas. C'est un peu comme, Quelque chose qui comme ne fonctionne pas, mais ouais. qui n'était pas une nuisance à la confiance mutuelle. Là. Mhm. Comme par exemple, ça peut arriver des fois dans un couple, puis il y en a un qui va dire, ben moi, tu sais, j'ai toujours, fréquemment, j'ai besoin d'avoir une vie sexuelle. Ma partenaire est complètement froide, ça ne l'intéresse pas du tout. Ça peut être une raison pour une séparation. Ça ne veut plus dire j'aime pas ma femme ou j'aime pas mon mari. On s'entend quand même assez bien. Mais pour Mhm. ça, ça ne fonctionne pas. Fait qu'on, d'un commun accord, on s'est distancé pour que chacun puisse vivre son rythme. Ça veut dire qu'elle n'avait pas de sexualité, puis lui en veut, donc tu es obligé de donner de l'espace à l'autre. Peut-être à la limite, il y a des couples qui ont fonctionné de même. Ils ont accepté que le conjoint, peut-être, ou sa femme ait une vie sexuelle ailleurs, Mhm. parce que lui n'était pas capable de donner cette satisfaction-là à son partenaire, mais qui s'aime toujours. C'est pas. On peut. Ou qu'il y en a un qui a eu un accident et que Oui, l'autre n'est plus en état de faire tout ce qu'il avait au début. Parce que exactement. euh, quand on parlait de tests dans le couple, il faut que le phénomène de la sexualité doit être au moins mis sur la table. Euh, Est-ce que, est-ce que moi j'ai besoin d'être avec ma femme 2 à 3 fois par nuit? Si la femme dit hop, 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 mon gars, là, moi c'est 2 à 3 fois par semaine. Donc là, il va y avoir un problème, quelque part. Ouais, ça, c'est pas évident. Ça revient assez souvent. Hein. Puis le plus drôle, c'est que moi, j'ai vu des couples, par exemple, qui étaient assez à un rythme assez proche avant le mariage. Puis il y en a qui ont dit ça. Ils ont dit aussitôt qu'on s'est marié, ça a commencé à changer. Mhm. Ça, c'est curieux. Ça, j'ai trouvé ça très curieux. Les gens ils vont dire, Euh, tant qu'on Phénomène de n'était pas sécurité, ouais. mariés, on était Mhm. très harmonisés sexuellement. Aussitôt qu'on s'est marié, Ouais, ça a commencé à. Comme si la personne s'était forcée, s'était forcée pour ouais. aboutir au mariage. C'est un peu curieux. C'est un phénomène si on regarde bien, c'est un phénomène de plus avoir confiance, de s'être fait tromper. Oui, exactement. Exactement. Donc, Il y a la on en revient tromperie d'un toujours à ça. côté, puis il y a Ouais. peut-être un autre élément, l'autre, il va dire tant que. Comment je dirais ça? Manipuler l'autre un peu. Tu dis, Mhm. je me refuse sexuellement à lui, tant que je fais ça, ben, j'ai un pouvoir sur lui. Tu sais, Ouais. il y a des gens qui sont. C'est aussi un manque de confiance. Exactement. C'est exactement. Mhm. C'est le même principe. Le même principe. C'est que tant qu'il n'y a pas du respect, parce que si on respecte pas l'autre, automatiquement, on tombe dans ce manque de confiance. Puis, il ne faut pas qu'il y ait de chantage. Ah non, jamais. Ah. Ça, c'est un gros point, ça. Ouais. Pas C'est de très. chantage, pas de, pas de, pas de- je dirais de conflit, de, de, de mener l'autre. Jamais. Jamais, jamais de phénomène. Il faudrait qu'il n'y ait jamais de phénomène d'autorité dans le couple, que ce soit du mari à la femme ou de la femme au mari. Autrement dit, de ne pas imposer l'autorité à l'autre. Ouais, jamais d'autorité. Jamais même pas d'imposer, mais jamais qu'il existe une forme d'autorité. OK. Ouais, automatiquement, d'ailleurs, moi, ça m'apparaît pas mal la même chose que le chantage. Tu sais, je veux dire, c'est comme si tu disais à la personne, ben, si tu ne fais pas ça, tu me défies. Et si tu me Ouais. défies, ben, tu C'est une mets. forme d'autorité. C'est un des clichés de l'autorité, mais Oui, c'est une forme effectivement. d'autorité. C'est savoir, avec un moyen adverse, de pouvoir contraindre l'autre. L'autre peut avoir une responsabilité, mais quelqu'un peut ne pas faire comme nous, mais avoir le résultat souhaité. Tu sais. Mhm. Moi, j'ai correspondu avec une femme en Colombie, puis elle me dit, j'ai rencontré un ami.
Puis quand lui fait à manger, j'ai dit, ben non, coupe pas les légumes comme ça, coupe-les de même, ça va beaucoup mieux, tu sais. Puis j'ai dit, pourquoi tu fais ça? J'ai dit, laisse-les donc faire comme lui veut, tu sais. Mhm. C'est un exemple que je cite pour expliquer qu'il y a des gens qui vont toujours dire, ben, j'ai une meilleure façon de faire que toi, pourquoi tu refuses de l'apprendre? Tu sais? Mais lui, il aime ça. Pourquoi il apprendrait, c'est ça. C'est ça. Le fait, c'est que il faut accepter que l'autre est pas pareil. Tant que vous n'avez pas accepté que l'autre est pas pareil, vous allez avoir tendance à vouloir l'imposer, lui imposer vos habitudes, lui Ouais, imposer vos techniques. C'est un manque une forme de respect. C'est un manque de respect que de vouloir imposer quelque chose, ouais. donc de vouloir asseoir votre autorité en pensant que parce que vous avez quelque chose, vous avez appris quelque chose, tout doit être fait comme vous, parce que vous, c'est une Ah, forme d'orgueil, parce que vous ah. avez déposé ça comme étant quelque chose de définitif et de sublime par rapport à l'extérieur. C'est un manque de maturité, je dirais, de penser que on est toujours les plus forts, les plus beaux, les plus intelligents, les plus ceci, les plus cela. C'est c'est de la C'est ça. stupidité et on pourrait dire que l'orgueil, c'est de la stupidité. Ben, c'est. Puis en plus, c'est que les raisons de l'ego, c'est très tenace. Je veux dire, Mm. si tu fais comme moi, je te montre, c'est bien plus facile. Mais c'est pas ça le point. Si Il veut le c'est faire à sa intelligent, il le façon. fera. Il le fait à sa façon, tu sais. Mm. Moi, je peux avoir une méthode, ça peut m'apparaître plus facile parce que c'est celle que je préfère. Mais si lui, il aime sa méthode, tu Ouais. sais, pourquoi est-ce que je lui mettrais de la pression pour qu'il adopte la mienne, tu sais? Parce que le but, c'est de se rendre de Québec à Montréal. Je veux dire, Mhm. c'est pas de la Et façon à quelle vitesse tu vas le but, rouler. c'est l'objectif, Le but, peu c'est importe le l'objectif. chemin, hein. C'est ça, Mhm. exactement. La façon dont tu vas le faire, ça dépend de la créativité de chacun, hein. Fait Ouais. que, c'est imposer ta vérité à l'autre. C'est Mhm. insultant. C'est insultant Ouais, de se c'est faire imposer. insultant. Ça respecte pas l'autre. C'est un peu comme se faire traiter comme un enfant. Puis Voilà. même un enfant, peut-être qu'on ne le traite pas de même, tu sais, parce qu'un Ouais. enfant aussi, Il faut pas considérer. Ouais. même pour l'enfant, tu sais, Ouais. Même pour l'enfant. c'est plus que c'est comme on fait avec un enfant, c'est la façon dont on impose notre autorité à une autre personne, tu sais. Voilà. C'est comme ça. C'est voir que si on est en manque d'autorité, c'est que quelque part, il y a un manque chez nous. Si Ben ouais. on pousse de l'autorité chez quelqu'un, c'est qu'il y a un manque chez nous, c'est Ben, il y a évident. une grande insécurité. Il y a une grande insécurité, un besoin de repousser un petit peu les bornes et de vouloir s'imposer Ouais. sur l'autre un peu Puis pour on veut que se les autres, sécuriser soi. c'est ça. Puis on veut que les autres reconnaissent notre intelligence, ainsi de suite. Ouais. Ouais. C'est Vouloir être reconnu, vouloir être, ça. C'est une grande être maladie, absorbé. puis ça apporte beaucoup de désharmonie, tu sais. Mhm. Ça rend pas les actions fluides, tu sais. Si, comme tu disais, le résultat, si lui doit arriver, pardon, si lui doit arriver au résultat voulu, à sa façon, ben, il va être libre. Puis peut-être qu'un jour, il va adopter ma version de l'affaire, mais je veux dire, c'est quand lui sera prêt, pas quand moi, pas parce que moi j'en ai envie, tu sais. C'est un peu comme dire à l'autre de respirer à la façon dont nous on respire, ou Ouais, d'avoir un cœur qui bat à la façon dont nous on a un cœur qui bat. On ne viendrait jamais à l'idée de dire non, tu vas battre à 58 parce que moi je bats à 58. c'est ça. Il va vous dire mais ça va pas, Non. t'es malade. Par contre, lui dire non, non, les carottes, il faut les couper en long et après en travers, et non pas d'abord en travers, puis en long, c'est c'est- c'est aussi stupide que de dire moi j'ai le cœur qui bat à 58, tu vas battre à 58, Exactement. c'est pareil. L'ego, c'est tyrannique, hein. Ouais. Il y a un tyran qui sommeille dans l'ego. Ça, c'est. Il faut reconnaître son ego, il faut reconnaître son orgueil. Et c'est parfois très douloureux de reconnaître son orgueil et son ego parce que parce que c'est un échec, parce que c'est un constat d'échec. Effectivement, c'est un constat d'échec. Pourtant, si on le regarde dans le bon sens, c'est que si on est capable de reconnaître l'intelligence des autres, c'est une victoire. Oui, mais si on s'aperçoit qu'on a fait preuve d'ego, c'est que quelque part, on s'est aperçu que on
on n'était plus maître de soi. Ouais. Donc c'est en ça que c'est On était un peu un manipulés. constat d'échec. Ouais. On était Et manipulés. ensuite, ouais, les gens qui sont toujours en train de se forcer d'abattre à l'opposé une forme d'ego, c'est dire moi je vais essayer de montrer que je n'ai pas d'ego, je vais dire le tu à la place du machin, je vais être. C'est aussi, je dirais, aussi disharmonique pour la personnalité que de dire moi je parle de ça, je parle de ça avec un je. Et c'est pas le tu qui parle de ça, c'est je parle de ça. C'est ça qui est important, euh, c'est ne pas retomber dans une forme de religion d'absence d'ego que de rester dans une forme de religion égoïque. Les deux sont mauvais. Les deux sont des Ouais. polarités qu'il va falloir abattre. Alors, on se dit, mais alors, il faut être comment s'il ne faut pas être, s'il faut pas montrer son ego et s'il faut montrer son ego, il faut être comment il Ben, faut être naturel, c'est tout. on peut prendre notre place. On n'écrase pas a priori les autres parce qu'on prend notre place. Ouais. Donc, il ne s'agit pas d'essayer de tuer l'ego. On prend notre place. Puis si l'autre assume de prendre sa place, ben, on va pouvoir se coordonner, tu sais, on va pouvoir Mhm. échanger. Mais si j'essaie d'écraser l'ego de l'autre ou j'essaie de m'effacer, je ne serai pas plus avancé, là, parce que Ouais. l'autre va dire, ben, t'avances pas, là, tu sais, moi, je veux avancer, mais on se reverra plus tard. Je vais être rendu Ouais. beaucoup, beaucoup plus loin, tu vas rester en arrière parce que tu as peur de prendre ta place. Mhm. Tu sais. Continue ton évolution et puis on se verra plus On tard. te verra plus tard, c'est ça, exactement. Mhm. Ouais. C'est bien Ça. important. Il ne s'agit pas d'essayer de disparaître, ça, c'est un très bon point que tu parles. Tu sais. Ouais. Essayer de tuer l'ego, là, ça vient de l'ego. Ouais. Ça vient de l'ego, c'est ça. Effectivement. Tuer l'ego, c'est un petit peu pour se faire briller dans le sens je tue l'ego. Ouais, Moi, j'ai pas d'ego. Ben, si tu as de l'ego, la preuve, c'est que tu essaies de le combattre en permanence. Et exactement. tous ces efforts, toutes ces attitudes, ce qu'il y a de plus détestable, c'est inabsorbable comme individu. Mm. On le Je, voit, on le sent. je travaille très fort à déconstruire ma masculinité. Ça ne marche pas, mais j'essaye. Il faut être scanné et puis s'accepter soi. À partir du moment où on s'accepte soi, les autres, ils vous acceptent. Soit Déjà, déjà, c'est un Mm. gros point. Parce que tu t'assumes, tu dis, je suis comme ça. Je vais évoluer, mais je suis comme Mhm. ça. Là. Ça ne me donnait rien de m'écraser puis d'essayer d'être mortifère, tu sais, puis de faire Ouais. mourir mon ego. Ça donne absolument rien. Mais comme tu Un dis, peu comme je te coupe, mais c'est un peu comme, je ne sais plus qui ici qui me disait à un moment donné, mais qu'est-ce que vous avez comme défaut? Je l'ai regardé, je dis, moi, j'ai pas de défaut. Pour moi, j'ai pas de défaut. Pas possible. Non, pour moi, j'ai pas de défaut parce que moi, je m'accepte. effectivement, c'est excellent. Donc, Toi, tu peux m'en trouver. Tu sais, je veux dire, quelqu'un de l'extérieur peut penser que toi, tu en as. ouais, Mais ouais, ça ben, change. Tu sais, c'est son heureusement, problème à les gens, lui. ouais, c'est son problème à C'est lui. son problème à lui. C'est son problème à lui. C'est, il va dire, ouais, celui-là est orgueilleux, ah, putain, il est imbuvable. Ouais, t'as raison, t'as raison. Mais si tu m'aimes pas, va-t'en, je m'en fous. Ben, Pas mon savoir, problème. savoir qu'on n'a pas d'ego, c'est-à-dire savoir qu'on n'a pas de défaut, ça ne nuit pas à personne non plus. Non, C'est pas parce qu'on parce dit que ça qu'on en donne aux autres. mhm, ouais, c'est pas pour ça que c'est pas pour ça que fondamentalement on n'a pas un défaut, mais c'est que on le voit pas ou la personne qui est avec vous n'a pas été confrontée au fait que de remarquer qu'il y avait un défaut. Ou on peut savoir qu'on en a caché quelque part, mais comment je dirais ça? On ne se culpabilise pas de ça. On est Ouais. rendu là, on est rendu là. Tu sais. Fait que Il faut savoir pourquoi on l'a, ouais. Mhm. si je m'assume, puis toi, tu t'assumes, autrement dit, tu t'acceptes, Mhm. ben déjà, c'est plus facile d'avoir l'air de l'harmonie. Je ne suis pas là pour te changer, tu n'es pas là pour me changer. Voilà, Fait c'est qu'on ça. a un bon départ pour une communication. Ouais. Donc il n'y a pas de défaut. Si on sait que l'autre, on ne va pas y changer, on ne va pas lui modifier ses défauts pour en faire des, je sais pas comment c'est, l'inverse, des bien-être, Ouais, non. ouais. Des,
Ce qu'on des, appelle, quand on a des une qualités. oui. Tu sais, quand on se sent moralement supérieur, ben, on veut distribuer comme les graines au vent. Tu essaies Ouais, de changer lui, de changer lui, de changer ouais, lui. c'est ça. Mais il y a Mais beaucoup de gens souvent, comme ces ça. gens-là qui essaient de changer les autres ne sont pas Ouais. capables de changer eux autres mêmes. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est ça le problème. C'est ça le Exactement. problème dans le couple aussi. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai déjà dit j'ai dit, arrêtez de surveiller l'astralité des autres. Occupez-vous de la vôtre, ça va déjà Mhm. beaucoup. Occupez-vous de Ouais, j'aime votre beaucoup. affaire. Ouais. L'astralité des autres, Acceptez-vous. c'est ça, Acceptez-vous. acceptez-vous. Fait que déjà, là, quand tu t'acceptes, tu commences à moins surveiller les autres. Tu dis, c'est eux autres à régler leurs conditions, c'est pas à moi. Ouais. Eux autres font Ouais. leur travail. Ouais. Chacun fait ça. Il y a plein de gens dans le monde, donc toujours des gens qui iront bien avec toi. Quelque Ben, part, il y a toujours oui, quelqu'un qui va parce que, aller bien avec toi. effectivement, Pas rester dans ces quatre murs. Faut aller à l'extérieur et puis pas avoir peur que les gens t'évaluent parce que ils chercheront toujours à t'évaluer par rapport à eux-mêmes. automatiquement. Mais il faut savoir où il y a des gens qui sont très très bien. Il y a des gens qui sont très très bien. On évalue toujours les autres à travers notre propre filtre, Mhm. quand on fait une évaluation. Donc, on peut penser qu'on voit juste, mais c'est déjà déformé. Mhm. Ou si tu vois quelqu'un clairement, tu n'auras pas de jugement. Tu vas Ouais. dire, il est À comme ça, partir mais du c'est moment où tu as tendance à pas juger quelqu'un, ben, c'est qu'il n'y a rien à juger, donc c'est bien à accepter. exactement. Exactement. Mets-toi avec lui. Effectivement. Faut la perle rare. Mets-toi avec lui. Puis Mets-toi avec elle. on peut pas trop ce qui est un défaut dans une culture, je veux dire, dans une autre culture, c'est une grande qualité. Fait que c'est Mhm. totalement laissé à la mémoire d'une culture, autrement dit, d'un jugement collectif. Ce qui peut être bien perçu dans une culture est totalement mal vu dans un autre. Fait que, Ouais. on ne peut pas se baser sur des critères pour changer de pays. Il y a des pays où toutes les femmes courent après les hommes qui sont gros. Fait que changer de culture, puis sa relation avec les gens, elle change complètement. Fait que, Ouais, t'as intermangé. ben, c'est ça. On ne peut pas s'accrocher à ça. Ouais. Donc, Ah, il faut que ce soit toi qui t'acceptes. Parce que si tu cours après l'approbation des autres, ben déjà, c'est parce que tu ne t'acceptes pas. mhm. Bon, mais ça va Ouais. m'en faire à rajouter dans le titre. Le couple et l'acceptation de soi. Ouais. J'essaie de ne pas mettre le titre trop long parce que je veux que les lettres soient grosses. Ah ouais. Hey, Mais le ben, couple, déjà, ce sera pas mal. ouais, oui, je ne les mets pas trop longs. Mais Mhm. j'essaie toujours un petit peu d'attirer l'attention parce que les gens, j'ai remarqué dans des enregistrements que j'ai travaillés, que quand je mettais un titre un petit peu plus occulte, le niveau d'écoute était beaucoup plus grand. C'est fou, hein? Ah ouais. Mais en tout cas, je Mhm. choisissais quelque chose dans la conférence qui avait une connotation un peu plus occulte, puis je mettais ça en évidence. Tu sais. Je fais un petit peu de marketing. Tu sais, fait que j'ai obligé de m'adapter un petit peu à ces lois-là. Fait que c'était comme un jeu, pas. Je jouais comme un enfant, si on peut dire. Mhm. Ben, on va faire une pause. Hein? Ouais. Jusqu'à notre prochain enregistrement. Bon, ben, je vais arrêter. Je vais arrêter Ouais. l'enregistrement.